Cette vidéo est un peu en retard. Et je sais que tout le monde dit ça pour toutes les vidéos, mais ici ça risque de poser un petit problème de contexte vu que c'est un sujet qui est très lié à l'actualité. Typiquement, on va beaucoup vous parler du PS et de l'UMP, mais entre-temps, le temps qu'on fasse cette vidéo, le paysage politique français a été artificiellement chamboulé. Donc ça, on va pas en parler du tout en fait. Après, certains des problèmes sont de notre faute. Typiquement, on parle de l'UMP de façon un peu anachronique, alors que ça fait quand même un petit moment qu'ils s'appellent les Républicains. Bon, ça, c'est la force de l'habitude. Mais l'actualité peut jouer d'autres façons. Typiquement, il y a un moment où je dis qu'on parle relativement peu des problèmes posés par l'école privée religieuse. Et en fait, très récemment, il y a une polémique à ce sujet qui a éclaté. Donc mon commentaire résonne plus aussi juste à ce moment-là, même si effectivement, dans le grand ordre des choses, c'était une petite polémique. Il vous faut aussi garder à l'esprit que cette vidéo est faite de parties qui ont été écrites, enregistrées, réenregistrées à différents moments. Donc il risque d'y avoir des raccords peut-être un peu bizarres. Ce qui me permet de faire un avertissement plus général du point de vue de l'actualité. Si vous regardez cette vidéo 1 an, 2 ans, 3 ans après qu'on la poste, il y a de grandes chances que vous la regardiez avec des yeux très différents de ceux qu'on avait quand on l'a faite. Donc prenez-la avec un petit grain de sel. Surtout que cette vidéo s'inscrit dans une série. On a fait une première partie sur les rapports de l'Église et l'État en France, plus ou moins jusqu'à la fin du 19e siècle. Une deuxième partie sur la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Et cette deuxième vidéo, en fait, on l'avait commencé par parler des affaires du voile, et après on avait parlé de la loi de 1905. Et ça a dû vous sauter aux yeux si vous l'avez regardé, il n'y a pas grand rapport entre les deux. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on passe de la loi de 1905 à aujourd'hui, et aux polémiques qui, aujourd'hui, caractérisent la laïcité. On vous encourage donc vivement à aller regarder les deux parties précédentes avant de regarder celle-là. Comme d'habitude, je vous rappelle que le texte de cet épisode est disponible en lien dans la description de la vidéo, annoté avec nos références et nos sources, avec des liens vers ces sources quand elles sont disponibles sur Internet. Donc une ressource précieuse pour aller plus loin. Si vous êtes prêts, je vous propose de découvrir avec nous comment la laïcité est devenue telle qu'elle est perçue aujourd'hui dans un nouvel épisode de C'est pas sourcé. Alors vu la place qu'elle occupe dans le discours républicain, cette loi c'est devenu une sorte de pilier de la République, on croirait pas, et pourtant elle a beaucoup d'exceptions, beaucoup de cas particuliers dans lesquels elle ne s'applique tout simplement pas, et on va en examiner quelques-uns maintenant. Malgré tous ces problèmes, la loi de 1905 s'est imposée partout en France. Mais en 1905, il y avait des territoires qui n'étaient pas sous contrôle français. Et oui Camille, la loi de 1905 a été appliquée partout en France, enfin pas complètement partout en France, il y a des exceptions. En effet, je suis en France, à Strasbourg, et ici la loi de 1905 n'est pas appliquée, nous sommes encore sous régime concordataire. En effet, en 1905, quand la loi a été passée, l'Alsace-Moselle était encore sous contrôle allemand à la suite de la guerre de 1870. Et en 1919, une des conditions des députés alsaciens pour revenir en France sans faire de référendum était de pouvoir conserver leur régime concordataire particulier qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. Ironiquement, pendant la Seconde Guerre mondiale de 1940 à 1945, le droit local est supprimé par l'occupant nazi et c'est lors du retour de l'Alsace à la République que le concordat sera rétabli. Donc, encore aujourd'hui, les cultes reconnus sont payés par l'État, les biens des cultes gérés par des fabriques, et il y a quelques particularités dans ce qu'on a appelé le droit local. Typiquement, vous avez 1 heure de religion au programme scolaire. Il faut aussi noter qu'il y avait toujours un délit de blasphème en Alsace, à l'article 166 du code pénal local. Ça fait bien partie du droit local, mais il n'est pas lié au concordat, c'est un décret de Bismarck qui a été appliqué aux territoires occupés du Second Reich en 1876. Et l'article 167 gère les troubles à l'exercice du culte et il a notamment été utilisé pour condamner des militants d'ACT UP qui avaient manifesté dans la cathédrale de Strasbourg avant la messe contre des propos homophobes de l'évêque Elchinger. Dans leur défense, les militants ont argué que ces articles n'avaient jamais été publiés en français puisqu'ils ont été promulgués par Bismarck et que comme ils ne parlaient pas allemand, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils les connaissent. C'était bien tenté, mais cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation en 1999.
Lors d'une question écrite au Sénat, il a été confirmé en 2006 que ces dispositions étaient toujours actives et que c'est aux juges de décider de leur exacte application. Typiquement, en 2014, la Ligue de défense judiciaire des musulmans a assigné Charlie Hebdo en procès pour blasphème. Ça a été rejeté pour vice de forme, mais ça aurait théoriquement été possible parce que le texte n'est pas explicitement limité au culte reconnu. On pourrait aussi déduire qu'il protège aussi bien les témoins de Jéhovah ou les anglicans. Enfin, on ne le saura jamais parce qu'en octobre 2016, le Sénat alsacien a, enfin, abrogé le délit de blasphème. Donc ça, c'est un exemple de territoire qui n'était pas sous contrôle français en 1905. Par contre, vous avez peut-être une petite idée de territoires qui étaient sous contrôle français en 1905 et qui sont restés un bon moment. On va pas forcément entrer dans les détails parce qu'il y en aurait pour facilement 20 minutes. On en fera peut-être une vidéo à part sur ce sujet seulement, mais il faut dire que la loi de 1905 n'est pas forcément appliquée avec rigueur dans les colonies. En Algérie, l'église catholique était un des piliers de la colonisation, elle sera subventionnée bien après 1905, de même que le culte musulman, financé surtout pour le tenir sous contrôle. En 1905, dans les colonies subsahariennes relativement récentes, il n'y a pas d'église proprement dite, pas d'évêque, de diocèse, pas de budget des cultes, donc il n'y a pas grand-chose à séparer. Les décrets Mandel de 1939 gèrent surtout les missionnaires chrétiens qui ont besoin de l'accord du gouverneur pour s'établir dans les colonies. On peut noter quelques écarts à la loi de 1905 assez évidents. Par exemple, en Indochine française, en 1952, on versa 400 000 francs sur le budget de l'État français pour la construction d'une cathédrale catholique à Phnom Penh. Interpellé sur la question, Jean Le Tourneau répond « Nous aidons toujours ceux qui défendent la culture française, d'abord le Cambodge, qui est un pays bouddhiste, a payé plus que nous. » Mais c'est clairement une entorse à l'article 2. Les amis de la laïcité seront peut-être contents d'apprendre que la cathédrale a été détruite par les Khmers rouges en 1975. Dans les territoires d'outre-mer, aujourd'hui, on trouve deux entités qui sont pratiquement concordataires, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon. En Guyane française, la loi de 1905 ne s'applique pas, mais le concordat non plus. Les cultes sont encore gérés par une ordonnance de Charles X de 1828, et du coup, seul le culte catholique est rémunéré. Dans les deux îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, le culte est subventionné. Un évêque et deux prêtres sont rémunérés par le Conseil général depuis 1941, quand l'archipel avait rejoint le général de Gaulle. Aujourd'hui et depuis 2009, c'est Pierre Gachy qui est évêque. Quant aux terres australes et antarctiques françaises, la situation est intéressante car... Bon, la France a eu tellement de colonies que si ça intéresse les gens, on fera une vidéo à part, mais pour l'instant, on va en rester là. Est-ce que Bobéro appelle la laïcité concordataire? Ce sont les tentatives de l'État de garder une certaine neutralité dans ces territoires, malgré ces arrangements qui empiètent clairement sur la loi de 1905. On va maintenant regarder comment certains sujets qui étaient problématiques avant la loi de 1905 vont évoluer entre 1905 et nos jours pour voir comment la laïcité se construit, c'est-à-dire les sujets des congrégations et de l'enseignement religieux. Mais avant ça, je vous propose de quand même parler du financement du culte. Alors, ça pourrait avoir l'air évident, l'article 2 de la loi de 1905 nous dit bien que l'État ne salarie ni ne subventionne aucun culte, donc on penserait que ce serait plutôt simple, pas de financement public du culte, c'est complètement interdit. Mais bien sûr, ce n'est pas aussi facile. Les bâtiments ecclésiastiques sont mis à la disposition des fidèles gratuitement et pour toujours, mais beaucoup restent la propriété de l'État, des départements et surtout des communes. La loi du 13 avril 1908 spécifiait en effet que les établissements du culte qui n'avaient pas été revendiqués par des associations cultuelles deviendraient automatiquement la propriété des communes. Donc les protestants et les juifs ont récupéré la propriété de pas mal de leurs lieux de culte, mais comme les catholiques n'ont pas fait d'associations cultuelles à ce moment-là, la quasi-totalité des églises catholiques construites avant 1905 appartiennent à des communes. L'article 19 dit que les églises ne peuvent pas toucher de subventions de l'État, mais précise que ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparation aux monuments classés. Donc si des lieux de culte représentent un certain patrimoine historique, l'État peut aider les communes à financer leur entretien. Maintenant, de nombreux lieux de culte peuvent aussi toucher de l'argent public indirectement, en animant un centre culturel par exemple, ce qui est critiqué par beaucoup de gens qui ne sont pas dupes. Mais même pour le financement indépendant de l'État, il semble que ça pose toujours problème. En ce qui concerne l'islam, on s'inquiète très souvent du financement étranger du culte, de régimes autocratiques qui financeraient des lieux de culte et des prêcheurs qui diffuseraient ensuite leur version intégriste de la religion. Pour éviter ça et mieux les contrôler, Manuel Valls suggérait en mai 2012 qu'il fallait subventionner la construction de mosquées, ce qui est bien sûr interdit par la loi de 1905. Si vous êtes intéressé, en juillet 2016, un rapport sénatorial se voulait plutôt rassurant et préconisait plusieurs solutions pour améliorer la transparence de ces financements. Donc la solution idéale, ce serait que les cultes se financent avec les dons de leurs fidèles, pas vrai ?
Mais même de ce côté-là, on râle un peu, parce qu'ils ont des avantages fiscaux, et encore plus en Alsace-Moselle. En ce qui concerne les dons, ils sont exemptés de plusieurs impôts. Certains pensent qu'il faudrait supprimer ces exceptions pour garantir l'égalité de tous devant la loi. D'autres pensent, au contraire, que les spécificités économiques de l'organisation du culte justifient ces exceptions, et que si on supprimait ces moyens détournés de se financer, ça voudrait dire qu'on traite le religieux beaucoup plus durement que toutes les autres activités culturelles. En définitive, ce n'est pas une question qui est si facile à trancher. Après les lois de 1901 et 1904, il restait la question des congrégations. Avec le début de la guerre contre l'Allemagne le 2 août 1914, toutes les procédures contre les congrégations allaient être suspendues par la circulaire Malvy. L'après-guerre marque une sorte de temps mort, de zone grise de la légalité, le temps qu'on reconstruise le pays. Mais en 1924, le président du conseil Herriot annonce qu'on va recommencer à expulser les congrégations et imposer la loi de 1905 en Alsace-Moselle pour faire bonne mesure. Mais suite aux pressions des congrégations, notamment une lettre ouverte de Paul Doncker, il renonce à ses projets. Retour au status quo. Donc c'est tendu et c'est flou. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y eut quelques lois qui ont été abrogées ou changées par Vichy pour favoriser l'Église. Par exemple, le 25 décembre 1942, on fait passer les congrégations au statut d'association d'utilité publique, ce qui permet certaines donations. Et on revient, et là c'est un grand changement, sur le régime des autorisations. C'est-à-dire qu'il n'est plus nécessaire d'obtenir une autorisation officielle pour établir une congrégation, ce qui était pourtant la règle depuis l'Ancien Régime, basiquement. Vous pouvez fonder les congrégations que vous voulez, et si vous voulez être reconnu, il y a un statut un peu plus officiel. Mais ensuite de ça, la Ve République ne s'est pas exactement prononcée sur si on gardait ces lois ou pas. Est-ce qu'on les abroge et du coup on doit revenir sur le fait accompli, de nouveau expulser les religieux qui se sont installés entre-temps, ou est-ce qu'on les garde, mais du coup on entérine des lois promulguées par Vichy? Elles sont techniquement maintenues par l'ordonnance du 9 août 1944 qui rétablissait la légalité sur le territoire. Donc il y a un paquet de congrégations qui ont des degrés divers d'autorisation et d'interdiction pas toujours clairs, et pas mal de leurs possessions qui sont juste bloquées dans les limbes. Et suivant l'humeur politique, ça se retourne vite contre eux. Et il faut en fait attendre que De Gaulle tente de débloquer le processus de reconnaissance des congrégations en 1968. 2 ans plus tard, en 1970, le cas des petites sœurs de l'Assomption était résolu. De 1970 à 1987, il y eut 120 congrégations à demander une procédure de régularisation du genre, et 300 autres de 1987 à 1997. En tête, la direction de l'enseignement catholique. Chaque académie défile derrière sa bande. L'enseignement religieux a été un des grands thèmes de la défense laïque de la République. Les collèges confessionnels diviseraient la France en sortant des élèves de l'éducation nationale. Et jusque récemment, c'était le sujet de grandes manifestations contre l'enseignement privé, pour l'enseignement privé. Pourtant, les lois Ferry ne disaient pas que l'école publique était obligatoire, mais que l'instruction était obligatoire. C'était toujours possible de suivre des cours chez soi ou dans une école privée. En 1959, la loi Debré crée le cadre légal de l'école privée en France en distinguant 2 cadres. D'abord le contrat d'association où ça soumet l'établissement à un contrôle tellement strict que c'est pratiquement de l'enseignement public dispensé dans une école privée. L'État assure le salaire des maîtres et les dépenses de fonctionnement, mais il faut que l'établissement réponde à un besoin scolaire dans le périmètre où il est. Et ensuite le contrat simple, moins contraignant mais qui est limité dans le temps et surtout destiné aux écoles primaires. L'article L442.1 du Code de l'éducation spécifie que pour qu'un contrat soit conclu avec l'État, l'établissement, tout en conservant son caractère propre, c'est-à-dire par exemple son caractère religieux, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance, y ont accès. Donc pas besoin d'être catholique pour aller dans une école catholique. Et vous pouvez aussi faire des établissements hors contrat qui sont juste soumis à des contrôles d'hygiène basiques et au respect d'un socle de connaissances. Par contre, l'État ne paye pas le salaire de votre personnel, du coup. La liberté de l'enseignement a été reconnue comme un principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel le 23 novembre 1977, donc c'est pas prêt de changer. Pour donner quelques chiffres, en 2010, on trouvait sous contrat 8980 établissements privés catholiques, 85 juifs, 4 protestants, 2 musulmans, 115 laïcs et 295 écoles agricoles, qui sont un cas un peu à part, pour un total de 2 207 000 élèves.
Et hors contrat, on trouve 105 catholiques, si on compte tous ceux qui se revendiquent catholiques, 25 juifs, 20 protestants, 9 musulmans, 17 établissements d'enseignement à distance, et enfin des écoles à pédagogie spécifique, 50 écoles Montessori et 23 écoles Steiner. Le ministère de l'Éducation estime que pour l'année 2011-2012, 13,41% des écoliers primaires et 21,24% des collégiens et lycéens sont dans l'enseignement privé, et on pense qu'au cours de sa scolarité, un élève sur deux environ passe par le privé au moins une fois. Alors bien sûr, au cours du XXe siècle et encore aujourd'hui, vous avez eu pas mal de républicains comme ça, assez jacobins, qui veulent rétablir le monopole de l'État sur l'éducation, même si ça n'a jamais été une réalité complète. On se rappelle surtout de l'échec d'Alain Savary en 1984. Contre eux et contre ce qu'ils percevaient comme des abus de la laïcité, comme des tendances laïcardes, le philosophe Paul Ricoeur opposait une laïcité ouverte qui tolérerait la liberté de l'enseignement. Le 9 novembre 1989, face à l'affaire du foulard, paraissait une tribune intitulée « Pour une laïcité ouverte » qui demandait justement de la tolérance pour le voile à l'école et qui était signée notamment par Harlem Désir. Il a changé d'avis depuis. Henri Peña-Louis, qui s'oppose notamment à cette division entre école publique et école privée, combat cette expression de laïcité ouverte qu'il considère comme un contresens, puisque ça sous-entendrait que la laïcité de base est fermée, alors que la laïcité, pour lui, c'est l'ouverture. Mais Peña-Louis est un peu l'exception, hein. À part lui qui traite beaucoup de ces questions scolaires, les philosophes habituels de la laïcité à la Finkielkraut, on les voit pas parler de ce terrible morcellement de la nation, de ces milliers d'écoles communautaires catholiques, alors qu'ils parlent du voile. Alors que assez récemment encore, c'était un débat furieux. Madame, monsieur, bonjour. À Versailles, cet après-midi, les organisateurs de la manifestation en faveur de l'école privée ou de l'école libre, selon la terminologie que l'on veut employer, attendent plusieurs centaines de milliers de personnes. Cette manifestation est en effet le point fort de la campagne menée contre le projet de loi du gouvernement. Quand Savary a voulu rattacher les écoles privées au régime de l'école publique, on a vu des énormes manifestations. On estime même que celle du 24 juin 84 était jusque-là celle qui avait rassemblé le plus de manifestants dans l'histoire de France. On y trouve les écoles privées, bien sûr, les catholiques, et une grande partie de la droite. Et tiens, c'est Jacques Chirac. Ah, c'est marrant, ça, ce serait drôlement ironique qu'un type qui milite ainsi pour la liberté des écoles religieuses interdise 20 ans après le port de signes religieux dans les écoles publiques. Ce serait très intéressant. Assez récemment encore, c'était un débat furieux, et peut-être que ça va le redevenir, j'en sais rien, mais j'ai quand même l'impression qu'ils en parlent beaucoup moins que le voile. Mais quel sens ça fait de parler du danger communautaire que serait le voile à l'école publique si vous pouvez sans problème après aller dans une école privée musulmane ou une école privée catholique et qu'ils le tolèrent là-bas? Mais le voile c'est facile comme sujet, n'importe qui en 5 minutes peut se faire une opinion dessus. Pas forcément une bonne, mais peut se faire une opinion dessus. Est-ce que si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est ton plan pour réformer l'enseignement religieux en France pour que ça soit plus respectueux de la laïcité, c'est un sujet tellement complexe. Personnellement, je pense qu'effectivement, si les horaires ou les jours fériés sont inadaptés à certaines pratiques du judaïsme ou de l'islam, par exemple, surtout quand la scolarité mobilise autant de temps chez les enfants, il est légitime qu'il existe des cadres scolaires qui s'adaptent à ces religions. Et sinon, c'est difficile de prétendre qu'on te laisse ta liberté de religieuse si on te colle 6 heures par jour, 5 jours par semaine, 15 ans de ta vie dans un établissement où tu peux pas la mettre en œuvre. Et je veux dire, ça résout pas la question de si l'État devrait donner de l'argent à ces établissements, s'il devrait les contrôler, combien d'argent il devrait donner, ça résout aucune question justement, et c'est pour ça que c'est une question beaucoup plus complexe, et potentiellement, à mon avis, beaucoup plus important que le voile à l'école publique, mais j'ai l'impression légèrement moins discutée. Finalement, la loi de 1905 disait peu, et dans les constitutions de 1946 et 1958, la laïcité devient un principe constitutionnel à la fois plus large et plus vague, ce qui laisse plein de questions en suspens. Est-ce que c'est laïque d'avoir maintenu les fêtes catholiques comme jour férié officiel? Est-ce que c'est laïque quand il y a une crèche dans un bâtiment public ou un sapin de Noël à l'Élysée? Est-ce que c'est laïque quand le maire de Nice remet le salut de sa ville à la Vierge Marie chaque année? Est-ce que c'est laïque quand Nicolas Sarkozy communie? Est-ce que c'est laïque quand des mères de famille voilées accompagnent des courses d'école? Est-ce que c'est laïque quand la monitrice d'une crèche privée mais qui touche des subventions publiques porte le voile étant donné la mission publique de la crèche? Est-ce que c'est laïque quand des femmes se baignent avec un voile? Ok, je pensais pas qu'on irait aussi loin. Tous ces événements ont suscité diverses polémiques, mais la loi de 1905 ne répond à aucune de ces questions. Elle mettait fin au concordat, pas d'argent public pour le culte, elle donnait une nouvelle existence juridique au culte, qui n'a pas été mise en place pour l'église catholique qui était sa cible principale, et elle garantissait la liberté religieuse. Mais c'est tout. Et si on est cynique, on pourrait dire que rien de tout ça n'est respecté aujourd'hui. Si l'on considère que la laïcité établissait principalement la liberté religieuse et la neutralité de l'État, ces polémiques ont de quoi interroger, et on conclut assez facilement qu'elles sont motivées par l'hostilité envers l'islam plutôt que la défense de ses principes. Mais ça n'explique toujours pas ce développement.
En 84, Chirac défile pour sauver les écoles catholiques. En 89, tout le monde s'enflamme sur le voile, mais il y a relativement peu de gens qui sont pour l'interdiction. En 2004, Chirac l'interdit dans les écoles publiques au nom de la laïcité. Au cours de ces 20 années, quelque chose a changé dans la laïcité française. Quelque chose qui a permis l'explosion en 89 de cette fameuse affaire du voile sur laquelle on avait ouvert cette vidéo, et qui aboutira en 2004 avec son interdiction dans les écoles publiques. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, la laïcité déchire la gauche et enthousiasme la droite? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant à travers ce que Bobéro appelle la laïcité identitaire.